Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici pour cette 16e édition du Forum mondial Convergence qui met en lumière des enjeux cruciaux sur la justice sociale et la transition écologique. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Desan Gembok, je suis entrepreneur social depuis presque 20 ans maintenant, fondatrice de la Hadi Foundation que j'ai créée il y a 1 an, qui est engagée à la transformation culturelle des perceptions du handicap, avec un focus très particulier sur le développement du leadership des femmes handicapées à travers le monde. Je suis évidemment très heureuse de modérer cette table ronde parce que c'est des questions qui me tiennent particulièrement à cœur. Comment on fait pour alléger la charge mentale des personnes handicapées dans notre société? Comment on les amène à avoir une meilleure accessibilité, une meilleure inclusivité dans la société, dans les entreprises et partout. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés des experts engagés qui ont accepté de participer à cette discussion. Nous allons explorer ensemble un thème qui est très crucial, qui est le handicap et le numérique. Merci Paul, merci Adrien, merci Elisabeth, merci Béatrice. Votre présence est très précieuse pour nos échanges. Nous allons échanger pendant 55 minutes à peu près sur ces enjeux. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses et nous clôturerons pendant 3 minutes sur un appel à l'action parce qu'il est question d'agir collectivement pour faire en sorte que les personnes handicapées trouvent leur juste place dans la société. Je vais commencer la séquence avec une petite vidéo pour rentrer dans le bain. Pour commencer, je propose de faire... La finale du 1500 mètres olympique. C'est la finale du 1500 mètres T13 malvoyant. C'est parti. Et c'est parti. Personne prend l'avantage, c'est assez serré. C'est très serré. Vainqueur se détache. Centrovitsky est replacé devant. C'est le dernier tour. C'est la dernière ligne droite. Allez, encore un effort. Champion paralympique. Quel moment. C'est fou, c'est énorme. 3,48 pour Bakar. C'est une fusée. Répète. Oui, ben voilà. Et on s'embrasse. Jamais vu une telle performance. C'est historique. Quelle émotion, quelle détermination. C'est magnifique. Cette vidéo nous montre à quel point les personnes en situation de handicap sont capables de se surpasser lorsque les obstacles, les barrières sont levées. C'est le sujet de notre table ronde. Pour commencer, je propose de faire un lien entre le thème de la table ronde et les engagements de vos organisations. Je commencerai par Paul, qui est cofondateur et CTO de Inclusive Brands, une start-up française à la pointe de la technologie. Alors Paul, je commencerai par demander si vous pouvez nous expliquer comment Inclusive Brands s'engage concrètement dans le domaine du handicap et quelles innovations inclusives vous avez mises en place pour transformer la vie des personnes en situation de handicap dans la société et en quoi ces initiatives reflètent-elles vos valeurs et objectifs à long terme. Merci Desa.
Alors, pour commencer, là, on a passé une petite vidéo où on a vu une performance qui s'est passée pendant les JO de Rio de 2016. Moi, je vais vous parler d'une histoire qui prend ses racines aussi en 2016 pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, vous avez un ami de mon associé, Olivier Houllier, qui s'appelait Rodrigo Mner Mendes, qui a été porteur de flamme olympique. Rodrigo, il a une histoire un peu particulière, c'est que Rodrigo, il est tétraplégique depuis plus d'une trentaine d'années, suite à une balle qui s'est pris. Il s'est pris une balle en fait dans la colonne vertébrale qui l'a rendu dans l'incapacité de pouvoir utiliser ses membres supérieurs. Il s'est beaucoup impliqué et il a été nommé dans le handicap, il a été nommé porteur de flamme olympique pendant les JO de 2016. Et en fait, pendant les JO de 2016, donc Rodrigo est en fauteuil, la flamme olympique était posée sur son fauteuil et il a porté la flamme. Mais il n'a pas vraiment porté la flamme, il n'était pas vraiment acteur de ce port de flamme. Nous, ça nous a donné un projet et un rêve en fait avec Inclusive Brains. Donc c'est un peu la solution, c'est un exemple de la solution qu'on développe. C'est comment est-ce qu'on va créer des solutions pour permettre aux personnes en situation de handicap de réussir à devenir acteurs. Et acteurs du port de la flamme olympique, notamment. Et c'est le projet qu'on a développé. Alors, je ne sais pas si la petite télécommande. Alors, vous avez des photos normalement qui sont pas. Voilà. Et ça, c'est l'histoire des solutions qu'on développe. On a développé une solution qui, grâce à une interface cerveau-machine, c'est un mot un peu barbare, mais c'est un dispositif d'intelligence artificielle qui, à l'aide d'algorithmes qui vont capter et retranscrire les signaux électriques émis par certains neurones dans le cerveau, vont permettre de pouvoir interagir avec un objet par la pensée. Et pendant les Jeux Olympiques, cette année, juste avant, pendant le dernier relais olympique, on a permis à 2 personnes tétraplégiques de pouvoir contrôler, être acteurs de leur relais, de pouvoir contrôler un bras exosquelette que vous pouvez voir sur le côté. Donc, on a pu faire un relais juste en face du château de Versailles et à l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, que vous pouvez voir à droite avec Nathalie Lavrégère. Et donc en fait, l'idée et les valeurs et la mission d'Inclusive Brain, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap, à l'aide d'outils numériques, à l'aide d'une télécommande un petit peu particulière, de pouvoir redevenir acteurs de leur vie. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Elisabeth. Elisabeth Tchungui, qui est directrice exécutive en charge de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe Orange. Pourriez-vous nous expliquer comment Orange contribue à l'innovation inclusive dans le domaine du handicap à travers le numérique? C'est ma première question. Ensuite, quelles sont vos priorités en matière d'accessibilité et d'inclusion et comment vos engagements se traduisent-ils très concrètement dans vos projets et réalisations? Merci beaucoup Léla, et ravie de faire partie de cette table ronde, modérée qui plus est par toi, parce que tu es pour nous un modèle aussi, femme battante, et voilà, je suis vraiment ravie de partager ce plateau avec toi. J'ai beaucoup de frissons quand je revois cette campagne de pub, donc cette campagne qu'Orange a initiée au début, juste avant les Jeux paralympiques, parce que je pense qu'elle traduit vraiment notre point de vue. Notre point de vue, c'est changer le regard. Le handicap concerne 1,3 milliard de personnes dans le monde, donc ce n'est pas un sujet marginal, c'est notre société et comment on fait corps. Et nous, notre approche, c'est vraiment de traiter ce sujet à 360 degrés. Cet exemple, effectivement, de Baka, qui fait un temps bien meilleur que son coéquipier de course, on va dire, olympique. C'est vraiment cette idée de changer le regard, et de changer le regard notamment à travers l'innovation et à travers une approche à 360 degrés. Donc premièrement, cela concerne le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Alors certaines entreprises peuvent plus se dire, voilà, nous on doit remplir notre quota, c'est déjà très bien s'ils le font, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Nous, on voit le handicap comme une source d'inspiration et d'innovation, et qui peut d'ailleurs transformer l'ensemble de la société. Si on prend tout simplement, si on remonte à l'invention du texto, le texto naît d'une idée d'un Américain orthodontiste qui a perdu soudainement l'ouïe en 1976 et qui va mettre au point une méthode pour transcrire des messages dactylographiés via le téléphone.
c'est l'ancêtre du texto. Si on prend aussi les livres audio et donc les podcasts, ça vient de Thomas Edison, hein, qui est l'inventeur du phonographe. On ne sait pas qu'il était quasiment sourd et finalement il invente du son augmenté et c'est derrière, non seulement c'est toute l'industrie du disque qu'on connaît, mais c'est aussi le livre audio. Donc voilà, c'est partir de ce principe que le handicap est une source d'inspiration et d'innovation pour tous, avec une approche à 360 degrés. Sur l'emploi, on a développé un dispositif très innovant qui est le programme Neuroteam, qui est tout un programme qui vise à recruter des personnes neurodiverses parce que on sait que sur certains domaines en tension, chez nous, chez Orange, la cybersécurité, les métiers de l'IA, ils ont des compétences, les autistes Asperger par exemple ont des compétences que les neurotypiques n'ont pas, donc il faut tout un système d'accompagnement et c'est ce qu'on a fait à travers notre programme Neuroteam. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, c'est aussi comment on embarque tout un écosystème et voilà, je suis ravie de partager cette table ronde aujourd'hui avec Béatrice parce que nous sommes très fiers d'être partenaires d'Handilab. Hein, tu en diras beaucoup, tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais un accélérateur d'innovation au service du handicap et je sais qu'on va faire de belles choses ensemble. Donc, quelques exemples parmi tant d'autres de notre approche holistique avec vraiment cette idée que le handicap est une source d'innovation et d'inspiration dans notre activité. Merci beaucoup, ce qui me permet de passer la question à Béatrice Furon, qui est directrice des relations institutionnelles de Handilab. Ma question, Béatrice, c'est de savoir si vous pouvez nous dire ce que Handilab entend contribuer à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Comment? Quels sont les principaux objectifs que vous visez avec l'ouverture de cet incubateur à Saint-Denis? Merci beaucoup Desa et puis merci à Elisabeth parce que c'est vrai que si nous sommes ici aujourd'hui, si Handilab est ici, c'est grâce à Orange. Alors Handilab, que vous dire d'Handilab? D'abord un petit mot sur qui nous sommes. Groupe Fiminco que je présente aujourd'hui, c'est une foncière immobilière. Donc on est assez loin du monde du handicap et de l'inclusion, mais on a développé depuis quelques années maintenant des projets qui ont un impact social, un impact sociétal, on en parlait tout à l'heure avec Adrien, et on a commencé dans le domaine culturel en créant tout un quartier autour de la culture, où on essaye de faire interagir ensemble des acteurs qui souvent n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais qui fédèrent leurs énergies, et on voit qu'avec tout ça, il se crée des projets auxquels on n'aurait pas pensé. Et donc l'histoire d'Handilab, c'est la même chose. C'est parti d'un double constat, c'est qu'en France, en général, le handicap, on en parle de deux manières, soit de manière assez réglementaire, c'est-à-dire c'est le cadre législatif, c'est la loi de 2005, voilà, c'est important parce qu'il faut aussi ce cadre, pouvoir savoir dans quel environnement on agit, et puis on en parle aussi souvent d'un côté plus empathique, plus bienveillant, c'est aussi un angle important, c'est celui qui est porté en général aussi par les associations, mais on n'en parle jamais comme un levier d'innovation, en tout cas pas assez souvent. Et nous qui sommes un acteur économique, qui ne sommes pas une association, qui ne sommes pas non plus une structure publique, on s'est dit on va aborder ce sujet sous cet angle-là. Se dire qu'en fait, les innovations, quelles qu'elles soient, peuvent être un levier de création de valeur, au pluriel, si on est là pour essayer de fédérer et de pousser un peu tous les acteurs qui portent des innovations au service du handicap. Donc c'est ça l'idée première du Handilab. Et le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est qu'on a voulu aussi nous créer un lieu. On est un peu à l'envers de ce qui se passe aujourd'hui dans ces périodes où on dématérialise beaucoup. C'est peut-être notre métier de promoteur immobilier qui fait ça, mais on a voulu créer un lieu, parce qu'on voulait un lieu ressource, on voulait un endroit où les gens se retrouvent et puissent travailler ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité que Handilab soit incarné en fait, et donc il sera incarné réellement de façon très concrète d'ici quelques semaines à Saint-Denis. On a souhaité l'installer à Saint-Denis, je en reparlerai tout à l'heure. Donc dans un immeuble qui est situé à quelques 500 mètres à vol d'oiseau des installations olympiques et paralympiques, donc c'est pas par hasard.
on a voulu, dès l'ouverture de Handilab, se porter un peu dans cet héritage. Très bien, merci. Maintenant, on va passer aux projets très concrètement qui ont été réalisés et aborder la question des défis, parce que mettre en place des projets d'innovation, il y a énormément de défis qui se présentent souvent devant la porte des entrepreneurs. Elisabeth, si vous voulez bien reprendre le micro. En tant que partenaire technique des Jeux de Paris 2024, Orange a lancé plusieurs initiatives pour favoriser la participation des personnes en situation de handicap. Pourriez-vous nous décrire certaines de ces initiatives et nous expliquer le processus qui a conduit à leur sélection? Là encore, j'en parle avec émotion parce que ces Jeux olympiques et paralympiques pour Orange, ça a été une aventure incroyable. Hein. On est, pour la première fois dans l'histoire, on était un seul opérateur à connecter l'ensemble des jeux, donc la retransmission des images, les chronos, la billetterie. Donc voilà, un moment absolument extraordinaire pour l'ensemble des équipes mobilisées, hein, plus de 1000 collaborateurs mobilisés sur ces jeux, mais on a voulu notre participation au-delà de ce partenariat technique. On a voulu que ces jeux reflètent aussi nos engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale, donc des jeux beaucoup moins carbonés que l'édition précédente, et puis des jeux inclusifs. Donc notre vitrine pour le grand public, ça a été le marathon pour tous, qui est là encore pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques. C'était une course amateur sur le même parcours que celui des marathoniens, avec donc 2 itinéraires, 42 km ou 10 km. Et donc, ce qui a évidemment favorisé l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, avec des fauteuils, des joëlettes. Enfin, donc voilà, ça a été une aventure incroyable et beaucoup d'émotions. Bien évidemment aussi de l'accompagnement pour que le public en situation de handicap puisse voilà, vivre cette ferveur qu'on a tous et toutes vécu. Donc par exemple, nous avons mis à disposition dans des fan zones des tablettes pour les malvoyants. Nous avons aussi développé avec une start-up une tablette tactile qui permettait de reproduire les actions sur les matchs de foot par exemple. Donc voilà, là encore beaucoup d'innovation et pour l'inclusion de toutes et tous pour que tout le monde puisse participer à cette formidable fête des Jeux paralympiques et olympiques. Merci beaucoup. On sait que Orange joue un rôle très important dans le soutien aux startups et aux entrepreneurs. La question vous est également. Quelle solution on sait que Orange joue un rôle important dans le soutien des startups et des entrepreneurs qui développent des solutions en faveur des personnes en situation de handicap, tant en France qu'à l'international. Là, ça nous intéresse beaucoup. Pourriez-vous nous partager des exemples concrets de projets de collaboration réussis? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, comment ces soutiens s'alignent-ils avec votre stratégie globale d'innovation inclusive et quel impact ont-ils sur les territoires concernés? Alors, on est un grand groupe, hein, Orange, on est présent dans 25 pays en tant qu'opérateur. Et cette exigence et cette philosophie qui consiste à dire que le handicap est un levier d'innovation, et puis ce service que nous apportons pour tous en termes d'accessibilité d'offres, etc., on le décline évidemment dans toutes nos géographies. Et comme voilà, l'objet de cette table ronde, c'est aussi de favoriser, voir comment on peut favoriser l'écosystème. Évidemment, on travaille beaucoup avec des startups. Si je prends par exemple en Afrique, nous avons développé un prix de l'entrepreneuriat social et c'est vrai que nous avons eu des lauréats qui apportent des solutions en lien avec le handicap. Je pense par exemple à une lauréate tunisienne qui a développé des prothèses avec vraiment une méthode de fabrication absolument simple, parce qu'on sait que dans des pays où il n'y a pas la sécurité sociale, etc., enfin, voilà, c'est un coût de pouvoir s'offrir une prothèse. Elle a développé une chaîne de fabrication vraiment qui permet de fabriquer des prothèses à bas coût. Donc c'est un exemple que je peux citer.
C'est aussi comment on met notre force de frappe, le réseau Orange, la connectivité au service des entrepreneurs en situation de handicap. Je pense à la plateforme que nous avons lancée au Sénégal, Entrepreneur, qui est une plateforme d'achat qui met en relation des entrepreneurs en situation de handicap et qui permet d'acheter leurs produits, enfin aux clients via Orange Money, d'acheter leurs produits. Donc beaucoup d'initiatives et puis toujours en écosystème, en lien avec les territoires. Je pense aussi à toute l'action de la Fondation Orange. On a par exemple participé à l'expérimentation dans le métro à Lyon, la ligne bleue, qui est une ligne, une expérimentation qui permet de faciliter l'usage des transports en commun à Lyon pour des personnes autistes, avec une signalétique dédiée, la lumière bleue qui favorise l'apaisement, des zones de retrait. Donc voilà, c'est tout cet écosystème avec lequel on travaille. On travaille bien sûr en lien avec nos propres équipes Orange, puisque Orange a aussi un département recherche et innovation, où on a aussi développé des solutions d'interface cerveau-ordinateur très prometteuses. Et voilà, je pense qu'on a pas mal de choses on est en contact, n'est-ce pas, Paul, sur ce sujet. Merci beaucoup. Béatrice, je me retourne vers vous. Quels sont les défis, les principaux défis pour améliorer l'accessibilité universelle avec le HandiLab et comment envisagez-vous les aborder? C'est un vaste défi quand même. Nous, très modestement, on va essayer d'apporter le pierre à l'édifice. Hein. On n'a pas pour prétention de révolutionner, on essaie juste de regarder un peu les choses avec un pas de côté de façon peut-être un peu disruptive, mais en tout cas qui soit un peu différente. Et sur ce qui est de cette notion d'accessibilité universelle, on peut la prendre sur plein de sens, hein, plein d'acceptions. Nous, on va déjà essayer de démarrer avec des choses qui sont assez concrètes. Et donc, on va créer un accélérateur, un incubateur, voilà, ça peut porter les termes qu'on souhaite, qui soit dédié vraiment aux startups, petites, grandes, en tout cas à tous les gens qui cherchent et qui innovent dans ce champ. Donc, voilà, je lance une invitation. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un incubateur en France qui n'accueille que des startups qui sont dans ce champ de la recherche, d'innovation et de solutions pour les personnes en situation de handicap. Donc, on va essayer de les remédier. Hein, et donc, on va ouvrir cet incubateur-là début novembre. On va déjà avoir une quinzaine de startups qui vont arriver. Les premières vont arriver en soutien, grâce au soutien de certains de nos partenaires. Hein. On a aussi Orange, on est vraiment très très heureux d'avoir réussi à signer ce partenariat. On va travailler avec le soutien de Capgemini et d'Axin, qui nous ont aidés à faire en sorte que ces startups puissent s'installer sur HandiLab et puissent travailler ensemble pour justement être dans la fertilisation croisée, le rapport constant d'échanges, de discussions qui vont faire que une idée chez l'un va pouvoir aider l'autre et amener un peu plus de progrès dans tous ces points. Voilà, donc ça va être la première étape importante pour nous, très concrète, et donc la première édition des startups de HandiLab va arriver dès le mois de novembre, et on est vraiment heureux de l'être. Là, vous avez déjà toutes les startups de la première promotion? Première promotion, novembre, si tout va bien, parce qu'on est en train de finir les travaux, là, hein, donc on est un peu dans la tension des derniers jours sur les travaux, mais je pense qu'au 15 novembre, on aura les premières. On a envie de passer vous voir et de découvrir tout cela. Merci beaucoup. Je passe à Paul. On vient de parler de défis, on va continuer dans cette dynamique. Pourriez-vous nous détailler les principaux obstacles techniques, technologiques et humains auxquels vous faites face pour assurer que vos solutions soient réellement accessibles et efficaces? Ça, c'est la première question. La deuxième, quels sont les défis les plus significatifs que vous rencontrez et comment les surmontez-vous? Alors, merci Desa. Je pense que pour parler de défis technologiques, le défi principal auquel on fait face, c'est une grande question, c'est que on ne sait pas comment fonctionne le cerveau humain. Donc, on fait des interfaces cerveau-machine, donc on crée des interfaces, on crée des algorithmes,
finalement autour d'un système qu'on ne maîtrise pas totalement. Et le principal problème technique, scientifique et même humain, c'est qu'au final, quand on regarde les cerveaux, on a des cerveaux qui sont tous différents. En sciences, en interface cerveau-machine, en neurosciences, on appelle ça la variabilité inter-individu. Ça veut dire que la manière dont vous allez imaginer une commande mentale, donc ça veut dire une commande mentale, à quoi ça correspond? Ça veut dire que ça correspond à la visualisation que vous allez avoir d'un mouvement. Quand vous allez imaginer votre bras se lever, vous allez avoir un certain groupe de neurones qui vont se mobiliser dans votre cerveau. Sauf que le problème, c'est que entre la manière dont vous le faites et de la manière dont je vais le faire moi, c'est un chemin qui est légèrement différent. Et donc, nous, en fait, le grand défi technologique auquel on a fait face avec Inclusive Brains, c'est comment faire pour que, quand on va entraîner notre intelligence artificielle, quand on va entraîner nos algorithmes, comment est-ce qu'on va faire pour que l'entraînement, le modèle, quand on développe une boîte d'intelligence artificielle, on développe ce qu'on appelle un modèle, donc c'est un socle technologique qu'on va réutiliser, qu'on va implémenter ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour que ce modèle, quand il a été entraîné sur un certain nombre de personnes, comment est-ce qu'on fait pour qu'il fonctionne sur nos utilisateurs? En sachant que un problème technologique qui est assez important, c'est que nous, en tant que développeurs, on entraîne les interfaces sur nous, et ensuite derrière, on va les tester, les implémenter et les utiliser avec des personnes qui ont souvent été privées de leur mobilité depuis longtemps. Ça veut dire que comme elles ont été privées de leur mobilité depuis longtemps, les connexions qui sont liées en fait à ces commandes de mouvement, elles ne sont pas les mêmes. Donc en fait, le défi principal technologique que nous on a et auquel on a dû faire face, notamment du coup pendant le relais du projet Prometheus, pendant les Jeux Olympiques, c'est que concrètement les utilisateurs sont différents. Le principe même du handicap, c'est que vous n'avez pas chaque personne en fauteuil est différente, chaque personne tétraplégique est différente. Donc comment est-ce qu'on va créer un algorithme, comment est-ce qu'on va créer une solution qui fait en sorte de pouvoir s'adapter à ces différences? Et la solution qu'on a commencé à explorer, je pense, en tout cas humblement à titre personnel, je pense que ça fait partie des solutions à explorer, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. La multimodalité, ça veut dire que quand vous développez une interface cerveau-machine, la plupart de ça, c'est un truc de geek, c'est un truc de scientifique. On a plus tendance à essayer de vouloir se concentrer uniquement sur le cerveau, se dire voilà, le cerveau c'est un gros problème, on va réussir à trouver une solution. Alors qu'en fait, la vraie solution, elle est dans le fait de ne pas utiliser uniquement le cerveau, mais aussi d'autres modalités. Quand je parle d'autres modalités, par exemple, ce sont les micro-expressions du visage. Nous, c'est ce qu'on a fait en fait pendant le projet Prometheus. Pierre, qui était notre deuxième relayeur, Pierre, son seul moyen de pouvoir interagir avec le monde extérieur, c'était de pouvoir lever légèrement les yeux vers le ciel. Sinon, c'était impossible. Les interfaces cerveau-machine, l'autre problème technologique que je vous ai dit, c'est en termes de précision des algorithmes. Parfois, nos algorithmes ils peuvent se planter. Donc en fait, on a utilisé ces deux problèmes technologiques pour créer une interface donc multimodale qui faisait que lorsque Pierre envoyait une commande mentale, donc quand on détectait qu'il y avait une intention d'envoyer une commande de bouger son bras, donc il ne pouvait plus bouger, plus quand il allait légèrement lever les yeux vers le ciel, là on envoyait une commande. Et la solution en fait, du coup, pour répondre à ce principal défi technologique, c'est de faire en sorte de créer des interfaces avec suffisamment d'entrées, d'input et de modalités pour permettre à ces interfaces de s'adapter à leurs utilisateurs. Merci beaucoup. Merci déjà. Après avoir parlé d'initiatives, de financement, de défis, maintenant il est question de parler de l'impact. Comment on se rend compte de l'impact réel de ces projets sur le terrain? Là, je vais me retourner vers Adrien. Adrien, qui est fondateur et directeur du cabinet Coris, qui est spécialisé sur l'impact, l'évaluation de l'impact des projets. Ma première question, c'est quel est le rôle de l'évaluateur? Quel est le rôle que l'évaluateur joue dans la mesure de l'impact des projets sociaux, en particulier ceux qui ciblent les personnes en situation de handicap? Quels aspects spécifiques analyse-t-il? Comment ces conclusions influencent-elles les parties prenantes et la mise en œuvre de ces projets? Super, merci beaucoup Deza, bonjour à tous et je suis également ravi de participer à cet échange. Donc j'ai attendu un peu avant de parler, c'est pas anodin au sens où effectivement je ne porte pas un projet et je ne les soutiens pas. Moi je suis avant tout chercheur et donc je dirige une équipe de chercheurs et de consultants dont le métier est de mesurer, évaluer l'impact de vos projets. Et je pense que j'ai le grand plaisir d'être ici aussi parce que ça fait plusieurs années qu'on réalise ce genre de choses et mon équipe a pu mesurer l'impact, prouver l'impact, à peu près une trentaine de projets d'accompagnement de personnes en situation de handicap.
Donc je vais essayer de profiter des quelques minutes que j'ai avec vous pour témoigner du fait que ça a un impact. Et on va voir sur les personnes, sur la société, on parlera tout à l'heure d'impact économique aussi. Mais pour répondre plus directement à la question, peut-être que certaines personnes dans la salle, en me voyant arriver évaluateur d'impact avec un costume, s'imaginent que le sujet c'est l'audit, le contrôle. Je voudrais les démentir tout de suite en leur disant que si vous devez prendre une phrase pour décrire le rôle des évaluateurs d'impact, c'est de vous, je m'adresse à tous les quatre, vous apporter la bonne donnée au bon moment. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous on accompagne des associations, des entreprises sociales, peut-être, des entreprises, des acteurs publics qui ont en commun de chercher à développer des innovations sociales, des nouvelles activités, des nouveaux programmes, des nouveaux services qui visent à répondre à des problèmes dans la société. Et on réalise des travaux qui ont pour objectif de leur donner la bonne information, la bonne preuve au bon moment. Et si j'essaye d'illustrer ça, tout au début d'un projet, on en parlait tout à l'heure avec Paul, au début il y a le constat d'un problème, d'un besoin. Certaines personnes en situation de handicap peut-être rencontrent des freins, sont empêchées, font face à un environnement qui ne facilite pas leur parcours de vie. Suite à ça, vous avez une idée, vous créez le HandiLab, vous créez des plateformes dans différents pays qu'on évoquait tout à l'heure, quelque chose qui est inventé. Et puis un jour, vous allez vous poser la question de changer d'échelle, de faire financer ce genre de projet, et peut-être même un jour d'aller engager un plaidoyer auprès du législateur pour que la société dans son entièreté change. Qu'est-ce que fait l'évaluateur d'impact? Il aide à chaque niveau, à chaque moment. Je donne un exemple sur le tout début, le besoin. On a accompagné par exemple un projet d'APF France Handicap qui voulait créer un annuaire des lieux de soins accessibles pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Ce problème, il s'étudie. On regarde et on constate qu'effectivement, il y a un sérieux problème d'accessibilité de ces lieux de soins. On a accompagné un second projet Handimobile, donc qui visait à créer concrètement des lieux de soins, des lieux de prise en charge mobile pour les personnes en situation de handicap qui ont du mal à accéder à l'hôpital. Est-ce que c'est un besoin? On l'étudie. On démontre que oui. Admettons que vous avez peut-être déjà des partenaires, ils vous demandent de rendre des comptes sur ce que vous faites, sur l'impact que ça a. Que fait l'évaluateur d'impact? Il crée des indicateurs d'impact, il crée des outils de reporting pour que vous puissiez tous ensemble rendre compte de ce qui est fait et de ce que ça change. Un jour, il va falloir changer d'échelle. Est-ce que c'est intéressant? Je vous dirai comment on mesure l'impact économique, les coûts évités générés par ces projets. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où des projets particulièrement entreprenants et porteurs vont faire du plaidoyer, changer les lois, changer la règle pour une plus grande inclusivité. Et donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Quel est notre rôle? Vous donner les bonnes données, les bonnes preuves au bon moment. Et sur quoi on travaille? Pas que sur l'impact. On travaille sur les problèmes, parce qu'il faut que tout le monde les comprenne, tout le monde se rende compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Et on travaille sur les impacts, la différence que des projets comme les vôtres peuvent créer. Merci. Vous voyez, on peut être en costume et convaincu de son sujet. Merci beaucoup. La finalité de toutes ces initiatives, c'est de favoriser une meilleure participation active des personnes handicapées dans la société. J'aimerais vous demander comment on peut évaluer et promouvoir la participation active des personnes handicapées dans la vie économique et sociale des territoires. Ça, c'est la première question. Et quels indicateurs et approches recommandez-vous pour mesurer cette participation et maximiser les résultats? Alors, je vais commencer par une précaution d'usage, qui est de dire qu'il n'y a pas une bonne méthode ou un bon jeu d'indicateurs pour démontrer l'impact des projets comme vous les portez, pour une raison assez simple. D'abord, il y a de multiples formes de handicap, il y a de multiples freins qui peuvent être rencontrés par les personnes en situation de handicap, et surtout, le handicap n'est pas qu'une question de la personne qui porte son handicap, c'est aussi une question de sa rencontre avec la société, l'entreprise, les transports, donc avec l'écosystème dans lequel elle évolue. Et ça fait que on peut s'intéresser à la personne, à son emploi, à sa scolarité, à son logement, on peut s'intéresser à ses collègues, on peut s'intéresser à l'accessibilité des transports, de multiples impacts et donc de multiples méthodes. Premier point. Le deuxième point, après, évidemment, je peux vous parler de ce qu'on met en place et je commence à faire des conseils pour des projets qui se développent. Il y a d'abord un passage obligé dans l'exercice de la mesure d'impact qui est de construire ce qu'on appelle, je me permets de jargonner, on a parlé d'interface cerveau-machine,
ce qu'on appelle une théorie du changement. Donc le simple fait qu'un porteur de projet ne se contente pas de dire mon projet vise à aider des personnes en situation de handicap à aller vers l'emploi, c'est une ambition, c'est une mission, mais qui nous disent comment il va faire. J'aide la personne à formaliser son projet, acquérir les expériences qui comptent, développer une capacité à trouver des offres qui vont lui convenir, à réussir son entretien d'embauche, à rester dans l'entreprise. Donc il y a une expertise des porteurs de projet qui doit être posée sur le papier. D'accord ? Et on va regarder précisément quels changements, quels impacts regarder. Donc ça, c'est un premier message à partager dans la mesure d'impact. Avant même de mesurer, on essaye de comprendre la technicité de ce que vous faites, le parti pris qui est le vôtre pour changer les choses. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a un travail de collecte de données. Là, je ne vais pas vous raconter trop de choses. Assez souvent, ça se passe par des enquêtes par questionnaire, des échanges avec les personnes qui sont exposées à ces projets. Ce que je peux vous dire de un peu plus concret, j'espère, la première chose, c'est de vous dire que c'est des mesures qui ne se concentrent pas uniquement sur les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Il y a au moins autant de choses à regarder chez les personnes avec lesquelles elles interagissent. Beaucoup de choses sur les aidants, beaucoup de choses sur les employeurs, beaucoup de choses sur les lieux d'accueil, les services publics, etc. Deuxième élément, quand on s'intéresse à des indicateurs d'impact, beaucoup de gens pensent taux d'emploi, beaucoup de gens pensent niveau de revenu, pensent en fait ce qui se passe tout à la fin. Je me suis permis de reprendre cette trentaine d'études pour illustrer un deuxième point extrêmement important à mes yeux. Ce qu'on cherche à montrer, c'est la différence qui se crée. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je demande à mes équipes, ce que je propose aux structures avec lesquelles on travaille, c'est la différence. Je vous donne deux exemples. Un premier exemple, on a travaillé pour une association qui s'appelle Indispensable, et qui essaye d'accompagner des personnes qui ont des troubles 10 vers l'emploi. Premier élément, cette association, elle ne travaille pas avec les personnes qui ont ces troubles 10, elle travaille avec les services de l'emploi, services publics de l'emploi, Pôle emploi et autres. Exemple d'indicateur, avant qu'on intervienne, vous interrogez des professionnels de Pôle emploi, 82% de ceux qu'on a interrogés nous disent, je reprends, je ne m'estime pas compétent pour accueillir un public 10. Problème de départ. Un indicateur de besoin. Indicateur sur l'activité, cette association a accompagné 130 professionnels pendant l'année 2023. Indicateur d'impact, à la fin de ce programme, 85% des personnes accompagnées estiment avoir acquis les connaissances nécessaires pour accompagner un public 10. Deuxième exemple, je lis mes notes, désolé, mais une association qui s'appelle WALT, qui a développé un programme qui s'appelle All Inclusive, qui vise à rendre les lieux de formation accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc là, encore une fois, je décale un peu le sujet. On essaye d'agir auprès des formateurs. Avant qu'on arrive, 31% des CFA en France, 31% des personnes qui travaillent dans les CFA, se disent à l'aise pour former des personnes en situation de handicap. Un indicateur de besoin. Indicateur d'impact, on les forme, et au bout, 73% ont concrètement mis en place des actions pour accueillir des personnes en situation de handicap. J'espère que ça illustre un peu l'exercice. Pas de dire X% sont dans l'emploi. Il y avait un problème, j'ai fait des choses, et j'ai changé. J'ai créé une différence. Donc ça, c'est l'esprit. Et je finirai avec deux autres remarques sur le sujet plus spécifique qui nous occupe aujourd'hui. Collecter des données auprès de demandeurs d'emploi par questionnaire, c'est relativement facile. Collecter des données auprès de lycéens sur leur orientation, c'est relativement facile. Collecter des données auprès de personnes en situation de handicap, ça pose une question qui est une question de recueil de la parole, d'accessibilité de ces enquêtes. Et donc on est aussi sur une thématique où l'évaluateur doit faire très attention à ça, adapter ses questionnaires, s'assurer que on travaille pour HUP Entrepreneur par exemple, on a un certain nombre de personnes non-voyantes qui répondent aux enquêtes, il faut s'y adapter. Donc, la mesure d'impact sur ces thématiques-là implique des précautions des efforts plus forts. Et enfin, je finirai avec un dernier message, parce que je n'ai pas parlé avant, donc je me permets, qui est de dire que j'encourage, et peut-être qu'il y a des porteurs de projets dans la salle, à ne pas travailler en silo. C'est pas juste Inclusive Brain, c'est pas juste Handilab. Il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives, et on en soutient quelques-unes, qui visent à créer des référentiels sectoriels. C'est nous, ensemble, acteurs de l'inclusion des personnes en situation de handicap, comment lisons-nous les freins? Comment lisons-nous les bonnes activités? Comment lisons-nous l'amélioration du parcours de logement, d'emploi, de santé? Et si vous travaillez tous ensemble, vous arriverez à des moments où vous pourrez vous dire, tiens, j'en ai mis X% de mes bénéficiaires en emploi,
c'est mieux que la moyenne. Tiens, mon pourcentage de sortie dans l'emploi est moindre, mais ils avaient beaucoup plus de freins avant. Et donc c'est avec ces dynamiques collectives que l'impact se démontre d'autant mieux et que collectivement, vous aurez aussi une force de plaidoyer. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Elisabeth. On va revenir sur l'impact économique. On sait que Orange a mis en place une stratégie d'achat inclusif et solidaire depuis une quinzaine d'années, en intégrant les entreprises du secteur du handicap dans ce processus d'achat. Pourriez-vous nous expliquer comment cette approche est mesurée en termes de création de valeur pour les territoires, pour les personnes concernées, et comment elle s'inscrit dans la stratégie globale d'Orange? Quels indicateurs utilisez-vous pour évaluer l'impact de ces achats inclusifs? Et pour finir, comment est-ce que ces enjeux économiques majeurs, comment est-ce que c'est devenu un enjeu économique majeur pour les entreprises? Alors, nous avons une politique d'achat inclusif chez Orange et nous avons vraiment l'intention d'aller au-delà. Aujourd'hui, on travaille avec le secteur des travailleurs protégés, avec un volume de plus de 20 millions d'euros. Donc là, effectivement, on peut mesurer l'impact très précisément. C'est plus de 300 fournisseurs, c'est plus de près de 400 équivalents ETP. On veut aller plus loin parce que bon, on a construit un réseau, on a envie de consolider. On le veut parce que c'est en engagement. Et puis aussi, et tant mieux parce qu'on a pris de l'avance sur ces sujets, mais aujourd'hui, il y a tout l'aspect, on parlait de dynamique collective où chacun a son rôle à jouer. Aujourd'hui, on est aussi beaucoup, les entreprises sont beaucoup challengées, et tant mieux, par tout le cadre normatif. Dans les appels d'offres, par exemple, de plus en plus, dans les critères, on doit répondre à des critères sur le handicap, quel est votre taux d'emploi de personnes en situation de handicap, quel est justement le volume d'achat inclusif, et tout ça, ça pèse dans la note pour remporter un appel d'offres, et donc ça nous oblige à nous renforcer, à aller toujours plus loin, et donc c'est une bonne manière d'aiguillonner les entreprises qui ne seraient pas suffisamment matures sur ce point. Donc ça, c'est un élément important. Je pense aussi toujours dans cette dynamique collective et comment la norme, qui au départ peut paraître une contrainte, est finalement une opportunité de transformation. Nous allons avoir l'arrivée là en 2025 de la CSRD, donc le rapport de durabilité européen, et qui est vraiment, enfin voilà, c'est un cadre extrêmement contraignant où on ne peut pas juste se contenter de dire ce qu'on fait, mais il faut faire ce qu'on dit, avec vraiment des critères très précis, et ça va aussi aider les entreprises à aller vers un changement, vers plus d'achats inclusifs, vers une amélioration de taux d'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Donc voilà, c'est aussi, enfin, ces rapports de durabilité qui intègrent la question de l'intégration du handicap dans le modèle d'affaires des entreprises, ça va aussi être donner de l'élan pour avancer toujours vers plus d'inclusion. Merci beaucoup. Béatrice, pourriez-vous nous dire très concrètement comment Handilab entend concrétiser sa vision du handicap comme une opportunité de création de valeur dans ces initiatives, et comment vous envisagez mesurer l'impact de votre approche sur la participation active des personnes en situation de handicap dans la vie économique et sociale? Alors, en fait, cette opportunité de création de valeur, c'est postulat même du handicap. On considère en fait, les personnes en situation de handicap doivent être considérées comme des personnes qualifiées, comme des citoyens, comme des clients. On peut aller aussi jusqu'à cette définition qui parfois choque. Quand on dit qu'une personne en situation de handicap est aussi un client, parfois c'est un peu perturbant comme approche, mais pour nous, on croit fortement ce que disait tout à l'heure. Je ne me rappelle pas du chiffre au niveau mondial, mais en France, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc c'est non seulement important en termes sociaux, mais c'est aussi en termes économiques extrêmement important. Donc c'est un domaine qu'on ne peut pas laisser tomber et laisser de côté. Et fort de ce postulat, nous on considère qu'il faut effectivement essayer de faire changer les mentalités à ce niveau-là, et se dire qu'une entreprise, parfois ça vaut le coup, et c'est vraiment intéressant aussi sur le plan économique, de pousser des innovations, de pousser la recherche, de pousser des solutions.
Donc évidemment, c'est un sujet qui ce point-là est essentiel dans notre approche. Donc on a une double clé d'entrée, pouvoir essayer, on n'en est pas encore dans l'impact, nous, puisqu'on démarre, hein. Mais en tout cas, il y a deux choses qui nous semblent essentielles. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soutenir les startups en les aidant à avoir un écosystème qui leur soit favorable, mais on essaye d'aller un peu plus loin. Et on va mettre en place, là, dès la mise en place de notre incubateur, accélérateur en novembre, on va travailler avec non seulement des spécialistes de l'incubation, on va travailler avec le Village Baïséa, hein, qui est l'incubateur du privé agricole, qui jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment abordé, appréhendé ces sujets d'inclusion, et parce que qui nous ont fait une offre de service pour venir nous aider, donc on en est ravis. Et on va travailler aussi avec APF Handicap, hein, donc qui est la grande association, la première association, je crois, en termes d'adhérents, avec une structure interne qui s'appelle le Tech Lab, et on va inventer quelque chose qu'on va tester un peu, hein, dont on pourra à terme effectivement évaluer l'impact dans quelques temps. On va créer le Use Lab, donc, qui va être en fait une sorte de structure très informelle où on va tester les idées et les innovations qui sont proposées par nos startups très en amont. Parce que il y a un nombre infini d'innovations, de solutions qui ont pu être inventées, souvent très brillantes, souvent intellectuellement très séduisantes, mais qui en fait, quand elles se confrontent à la réalité des besoins des personnes en situation de handicap, en fait, ne fonctionnent pas. Ou en tout cas, ne pourront pas fonctionner non plus si on souhaite leur donner un destin plus important sur le plan économique. Donc le Use Lab, ça va être ça va être regarder, accompagner les startups pour essayer de faire en sorte que la solution qui est proposée, elle corresponde aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc on va créer une communauté de testeurs, hein, avec APF, qui sera constituée de gens qu'APF connaît, avec lesquels elle a envie de travailler, mais on va aussi élargir au territoire. C'est aussi un des points importants. Nous, notre souhait de s'installer sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Et on va travailler avec les collectivités publiques, notamment avec la ville de Saint-Denis, qui va, par le biais de son service d'action sociale, va nous trouver des testeurs potentiels qui vont accepter, s'ils le souhaitent, de venir dire voilà, ça marche, ça marche. C'est peut-être la dernière question que je vous poserai dans le cadre des collaborations. Comme le temps commence à être un peu court. Alors j'avais juste aussi un autre élément que je voulais dire, je vais essayer d'être bref sur ce côté de l'impact aussi économique. À Handilab, il ne va pas y avoir qu'un incubateur, on a créé un organisme de formation un peu impact, et on va proposer aux entreprises tout un catalogue de formation continue destinée aux salariés, de sensibilisation, pour faire justement changer ce regard. C'est un projet auquel on n'avait pas réfléchi au démarrage d'Handilab, et en fait on s'est rendu compte en discutant avec beaucoup d'entreprises que le fossé aussi qu'il pouvait y avoir sur l'employabilité des personnes en situation de handicap venait aussi du fait que pour beaucoup de membres des équipes des entreprises, le handicap c'était un concept, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas très bien. Et donc nous on est convaincus que si on veut aussi changer tout ça, faire en sorte qu'une personne en situation de handicap puisse être embauchée, puisse surtout continuer un vrai parcours professionnel dans l'entreprise, avoir une marge de progression comme n'importe quel autre salarié de l'entreprise, il faut aussi que ses collègues, ceux qui travaillent autour d'elle, il y ait un regard qui est échangé. Et donc, toutes ces formations qu'on va lancer aussi dès début de l'année 2025, pour nous, ça va être aussi un élément extrêmement important de ce levier qui nous permet, tous ces leviers qui nous permettent de changer la perception et de dire faites ce pari de travailler avec des personnes en situation de handicap, et même sur le plan économique, ça sera une vraie richesse pour vous. Merci beaucoup. Je compte maintenant sur votre capacité à être concis, parce que le temps est très limité, pour laisser un peu de place aux questions. Je me tourne vers Paul. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous évaluez l'impact de vos projets sur les personnes en situation de handicap et sur les communautés qu'ils desservent? Quels sont les impacts attendus sur l'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées? Alors, merci déjà pour cette question. Et je remercie Handilab d'avoir introduit l'APF Tech Lab. Parce que nous, c'est vrai que quand on est une petite entreprise, une petite start-up,
Et quand on développe un produit technologique, c'est toujours compliqué de sortir un peu les mains du cambouis, de sortir la tête du silo et d'aller concrètement se poser la question de quel est l'impact qu'on a. Et en fait, on a commencé à réaliser cet impact-là, justement, en travaillant avec l'APF Tech Lab, donc le Tech Lab de l'Association des Paralysés de France, qui nous ont mis en relation avec un de leurs centres pour aller interagir et tester avec des personnes en situation de handicap tétraplégiques qui étaient coupées du monde extérieur, ce qu'on appelle en locked-in syndrome. Et ça a été, ces premières sessions, elles ont été vraiment ultra enrichissantes. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que le fait d'aller essayer de mesurer l'impact auprès de ces personnes-là, ben on a compris que ce qu'on développait, ça pouvait répondre à leurs besoins. J'explique un petit peu. En gros, pour interagir, pour mesurer, pour poser des questions, pour faire de la mesure d'impact, généralement on fait un questionnaire, de ce que je comprends. Et ben, on a fait un questionnaire. Pour faire ce questionnaire-là, on est allé interagir avec des personnes qui étaient tétraplégiques. Et pour répondre au questionnaire, ces personnes-là, elles étaient dans une salle avec un assistant qui tenait un petit clavier comme ça, un clavier imprimé avec des lettres dessus. Puis pour répondre au questionnaire, en fait, il passait de lettre en lettre. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait de l'impact, tout bonnement parce que on permettait à la personne en situation de handicap de répondre plus vite. Donc c'est comme ça qu'on a vu que on pouvait potentiellement avoir un brin d'impact. Parce que nous, comme on est une petite entreprise, on n'a pas encore déployé de produits à l'échelle industrielle, donc c'est compliqué pour nous d'avoir plein de chiffres. Donc en fait, nous, ce qu'on voit vraiment, l'impact qu'on a vraiment mesuré, c'est auprès de nos utilisateurs, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus dans leur vie quotidienne. Je pourrais développer un peu plus, mais je vais rester synthétique. Merci beaucoup. On va passer le micro à Adrien. Pourriez-vous nous illustrer l'impact économique des projets sociaux avec un exemple concret? Oui, donc on continue dans les messages clés uniquement. Le premier à partager, c'est que c'est pas spécifique au sujet du handicap, mais dans le champ de l'économie sociale, l'économie à impact au sens large, il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, sentent que d'abord ça change la vie des gens et peut-être même que ça crée une forme de valeur. Et assez souvent, des personnes comme moi sont sollicitées pour le mesurer et le démontrer. Ça a un nom, ça s'appelle de faire une analyse coût-bénéfice en français et en anglais, le Social Return on Investment. Et on le fait dans plein de domaines. Je vous donne deux exemples récents. 1 euro que le ministère de la Santé investit dans un centre de santé sexuelle génère 9 euros d'économie de par la prévention de l'hépatite et du sida. C'est une étude qu'on a faite pour l'association AID. 1 euro investi dans le conseil conjugal permet d'économiser presque 4 euros pour la CAF du fait de la prévention des divorces. Encore une fois, une étude qu'on a faite, statistiques à l'appui, conseil scientifique à l'appui. Et donc l'idée de ce type d'analyse, c'est de bien montrer qu'on a des éléments qui sont a priori des coûts et qui en fait peuvent être créateurs de valeur pour la société. Alors créateurs de valeur comment? Parce que les associations proposent des solutions moins coûteuses que ce que la politique publique peut faire. Parce que le non-emploi, la privation d'emploi, par exemple des personnes en situation de handicap, c'est un coût d'opportunité pour la puissance publique, et parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on peut éviter si on accompagne bien les personnes. Alors ça c'est théorique, si j'essaye d'illustrer, je donne un exemple d'abord d'un petit projet qui s'appelle Cap Inclusion, qui visait à aider des parents d'enfants en situation de handicap à reprendre une activité professionnelle, à temps plein ou temps partiel. La différence entre une mère ou un père qui reste à domicile pendant une année et cette même mère ou ce même père qui travaille grâce à l'association, elle est entre 24 et 50 000 euros net positifs pour l'URSSAF chaque année, en fonction de la CSP de ses parents. La différence entre un adulte autiste qui vit chez ses parents ou qui bénéficie de l'aide de l'association VETA, pour laquelle on a travaillé, Vivre et Travailler Autrement, c'est de 6 000 euros net par an. La différence à l'échelle d'une vie, pour une personne autiste de niveau 2, qui n'est pas scolarisée, reste chez elle, n'occupe pas un emploi, vous prenez la même personne, vous l'accompagnez bien, scolarisation, logement, autonome et emploi, on parle de plusieurs millions d'euros, une étude qu'on a faite avec la Fondation Malakoff Humanis, à échelle de la vie. Donc
vous disais tout à l'heure, je viens témoigner que ça marche. Je peux témoigner, je l'ai fait tout à l'heure, que ça a créé un impact pour les personnes en situation de handicap, celles qui évoluent autour d'elles. Et il y a vraiment moyen de démontrer qu'il y a une valeur économique qui se crée, et qui permet en fait de dire deux choses. Ça n'est pas un coût, c'est un investissement, et qui permet aussi, peut-être puis-je faire l'entremetteur, de réfléchir à des modèles économiques. Parce que pas forcément du don ou de la subvention, il y a peut-être aussi, dans des projets comme les vôtres, un rapport de prestation à mettre en œuvre. Chaque fois que j'agis, je crée une valeur pour toi. Peut-être peux-tu m'acheter mes services. Et ça, c'est extrêmement porteur pour le développement de ces initiatives. Merci beaucoup. Merci Adrien. Pour conclure, je vais passer la parole à Béatrice. On va parler de l'héritage des Jeux de Paris 2024. Je vous laisse la parole sur des partenariats que vous avez pu mettre en place ou que vous envisagez mettre en place pour aller plus loin. Alors, l'héritage des JO, on va rester dans une approche modeste, hein, parce que bon, je pense qu'on est tous d'accord dans cette assistance. Ça a été quand même une magnifique réussite, ce temps olympique et ce temps paralympique particulièrement. Nous, on avait fait ce pari, hein, en décidant de s'installer à Saint-Denis, on avait fait ce pari de se dire que ça serait une réussite, que ça serait une étape, je pense aussi dans cette perception collective, hein, du handicap. Donc nous, on s'inscrit très modestement, mais très durablement dans cet héritage, hein, parce que maintenant, il va falloir faire vivre tout ce qui s'est passé pendant cet été olympique. Il va falloir que ça soit concret, que ça soit incarné pour tout à chacun. Et donc nous, on va essayer avec nos moyens de participer à ce mouvement. Et c'est un peu aussi le troisième axe sur lequel je voulais inciter sur ce que va être Handilab, hein. Au-delà d'être un lieu d'innovation, un lieu de formation, ça va être aussi un lieu ouvert au public, et ouvert au public au pluriel. On s'est installé en Seine-Saint-Denis parce qu'évidemment il y avait les JO, mais aussi parce que c'est à la fois c'est un territoire nous, auquel on est très attaché parce qu'on a beaucoup de projets en Seine-Saint-Denis, et c'est un territoire qui cumule à la fois certaines faiblesses, mais aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, et donc on pense beaucoup à ce que les acteurs du territoire nous accompagnent dans tout ça. Donc on va travailler évidemment avec les collectivités publiques, on travaille avec le département, le territoire pleine commune et la ville de Saint-Denis à monter des projets. J'en donnais un exemple avec le Youth Lab, mais on va monter d'autres projets avec les acteurs publics. On va travailler aussi avec un incubateur qui est notre voisin, qui est à Saint-Ouen, qui est un incubateur de la région qui s'appelle le PERCO, que peut-être vous connaissez, hein, qui est sur un incubateur sur toutes ces initiatives un peu sociales. Et puis on va aussi lancer une programmation qu'on va construire, hein, qui pour l'instant n'est vraiment qu'à l'état de réflexion, où on offrira aux gens du territoire, enfin à tout le monde, à tous les publics, des moments à la fois de réflexion, des moments de détente, des moments de loisirs sur ces sujets autour du handicap. Et pour terminer, j'illustrerai par un exemple un projet qui est assez concret. Nous, on a cette expérience et cette connaissance de la culture, hein, par le projet qu'on développe pas très loin, à Romainville, toujours en Seine-Saint-Denis. Et donc, on souhaite aussi associer culture, art et handicap. Et le premier projet, je pense, concret qu'on lancera, j'imagine, j'espère, dans l'année 25, c'est d'installer une microphonie universelle. On est en train de travailler avec l'établissement public de la Villette à rendre les microphonies, c'est des petits musées numériques, hein, il y en a près de 500 sur le territoire, qui sont en fait une numérisation de toutes les collections des grands musées français. Et elles n'ont pas été pensées pour être accessibles pour des enfants en situation de handicap. Donc on va essayer d'y remédier. On ne va pas rendre tout accessible en une fois, mais on est en train de travailler avec les équipes de la Villette pour que cet outil, hein, qui est un outil aussi de médiation et de démocratisation, puisse être accessible à tous les publics. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Paul pour conclure. On va parler de l'évolution de la technologie d'interface cerveau-machine. Comment envisagez-vous cette évolution, au-delà même de l'utilisation par les personnes en situation de handicap, mais de son adoption par le grand public? Merci Desa. Alors, comme ça a été énoncé précédemment, le handicap, c'est un catalyseur d'innovation. Si on devait comparer ça, le handicap, c'est un petit peu comme ce qui se passe dans l'espace. Vous avez des innovations qui sont développées pour les astronautes, qui commencent à devenir grand public. Et au niveau du handicap, c'est un peu la même chose.
L'exemple de SMS a été donné tout à l'heure. Moi, je vais vous donner un autre exemple qui colle un tout petit peu plus à ce qu'on fait. C'est l'exemple de la télécommande. Donc, la télécommande qu'on utilise pour zapper, pour contrôler notre télévision, en fait, avant, il y a, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'étais pas né, mais il y a très longtemps, les boutons étaient sur le poste de télévision. Et la légende raconte qu'un inventeur, je ne veux pas dire de bêtises, c'est Roger ou Robert Adler, qui a inventé la télécommande, parce qu'il a eu l'idée en fait, d'inventer un objet qui permettrait à des personnes de ne pas avoir à se déplacer pour aller changer les chaînes sur leur poste de télévision. Il se trouve que c'est devenu une innovation grand public. Aujourd'hui, pour coller par rapport à ce qu'on fait au handicap et aux interfaces cerveau-machine, donc aux neurotechnologies, aujourd'hui, en fait, on va vers une intégration des neurotech dans la vie quotidienne. Si on regarde un petit peu l'évolution de l'intégration des capteurs dans notre vie courante, ce qu'on voit, c'est que les GAFA, les grosses entreprises technologiques, ont commencé à déjà implémenter une première génération de capteurs dans les montres. Donc aujourd'hui, la plupart des montres connectées, alors moi, ma montre ne donne pas l'heure, donc c'est pas un bon exemple, mais vous avez des intégrations de capteurs cardiaques. Et ben, la seconde vague d'intégration de capteurs, qui va arriver dans les 5 ans à venir à peu près, les brevets sont déposés, donc on sait très bien que les GAFA bossent dessus, c'est sur l'intégration de capteurs dans des objets qu'on met sur la tête, comme les écouteurs, les casques de musique et les casques de réalité virtuelle. Donc, si je réponds à la question, en fait, là-dessus, concrètement, dans l'évolution et l'avenir des interfaces cerveau-machine, et dans ce qu'on appelle, les Anglais, ils ont un mot, ça s'appelle pervasive. Pervasive, c'est comment est-ce qu'on prend une technologie et comment est-ce qu'elle va intégrer le grand public. Elle va être utilisée par tout un chacun. Mais en fait, c'est dans l'intégration, c'est pas dans l'implémentation d'une puce à l'intérieur du cerveau, comme ce que fait Elon Musk. Ça, c'est quelque chose qui restera assez marginal et qui sera disponible, un peu comme les implants cardiaques, mais qui sera disponible en fait pour les gens qui souffrent de pathologies très graves. Mais pour le grand public, ça passera par l'intégration dans des objets quotidiens qu'on met sur la tête. Et ça servira, par exemple, vous vous baladez, votre téléphone sonne, vous pourrez envoyer une commande mentale ou une commande musculaire. En fait, avec des objets quand on met des capteurs neuro, on est capable de détecter quand il y a des micro-mouvements, des micro-artefacts pour envoyer une commande. Donc en fait, c'est ce genre de cas d'usage qui seront développés dans les 3, 5, 10 ans à venir. Ça dépendra notamment de, je suis pas devin, je suis pas prophète, mais ça dépendra notamment de la roadmap des GAFA en termes d'objets connectés. Merci. Merci infiniment. Adrien, je me tourne vers vous pour conclure sur les approches systémiques. Quelle est leur valeur? Pouvez-vous partager votre avis sur l'intégration de ces approches dans les projets sociaux? Oui, donc ce ne sera pas une conclusion, mais plutôt une ouverture dans ce cas-là. Effectivement, en préparant ensemble, on a parlé d'impact social, on a parlé d'impact économique, et je ne sais plus lequel de nous deux a mis sur la table le mot impact systémique. Je voudrais effectivement ouvrir la réflexion en parlant, en disant d'abord que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, notamment dans la sphère philanthropique. La Fondation de France, la Fondation Entreprendre, un certain nombre d'acteurs réfléchissent à cette approche systémique pour changer les choses. Je ne vais pas me lancer dans un cours, mais grosso modo, l'idée de cette approche systémique, c'est de se dire, ça fait des années qu'on est habitué à traiter les besoins une fois qu'ils sont là, accompagner une personne en situation de handicap une fois qu'elle est empêchée ou quand elle rencontre des difficultés ou des freins. Peut-être qu'il est temps d'avoir d'abord une lecture un petit peu plus complexe de la situation. C'est pas que elle, c'est elle dans son environnement. Et peut-être qu'il est temps de développer des nouvelles façons d'agir. Pas que aider elle, la personne, mais agir aussi sur ce qu'on appelle les causes racines de son problème, son écosystème qui n'est pas adapté, inclusif. Et donc je voudrais finir en illustrant un exemple qu'on accompagne en ce moment et que je trouvais assez intéressant, qui est l'exemple de HUP Entrepreneur, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est en train de faire cette bascule-là. HUP Entrepreneur accompagne depuis un certain nombre d'années maintenant des entrepreneurs en situation de handicap, en les formant, en les aidant, eux et elles, à lever des freins et à entreprendre. Et puis, en écoutant cette approche, ils se sont dit, mais où sont les freins? Il n'y a pas que la personne. Il y a les acteurs bancaires qui ne prêtent pas. Il y a les incubateurs qui ne savent pas comment tenir compte du handicap dans l'accompagnement proposé à ces personnes. Eh bien, on va agir auprès d'eux. Et donc, HUP vient d'ouvrir une deuxième forme d'action qui n'est pas l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qui est la formation, le plaidoyer, l'encapacitation des banques, des incubateurs
et autres acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour travailler, je finirai là-dessus, sur la personne et sur son écosystème pour aller vers plus d'inclusion. Merci infiniment. On va ouvrir maintenant la séquence de questions-réponses. On ne va pas prendre beaucoup de questions comme le temps ne nous le permet pas, mais s'il y a une ou deux questions dans la salle ou online, le micro est ouvert. Bonjour, déjà merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était super intéressant. Moi, ma question, c'est plutôt le domaine de la priorité en fait, parce que toutes les innovations que vous mettez en place sont très intéressantes, tout ça, mais je voulais me demander si vous aviez un ordre de priorité quant à l'accessibilité, parce que mon frère se trouve être en fauteuil roulant et les transports sont pas du tout adaptés, donc quand on lui parle d'accessibilité, quand tu lui parles d'inclusivité des entreprises, etc., il a un peu envie de répondre oui, mais moi j'ai pas accès en fait littéralement physiquement à ces entreprises-là, donc je voulais savoir si, et peut-être éventuellement vous pensez même par rapport au métro pour tous, à tous des projets comme ça d'accessibilité. Voilà. Merci encore. Qui aimerait répondre à cette... En tout cas, si je dois rebondir là-dessus, je connais exactement le même problème, puisque je parlais dans mon introduction de la charge mentale que subissent les personnes en situation de handicap. Le métro, le transport parisien en fait partie, très largement. Avant d'arriver ici, par exemple, je suis allée à la station Maison-Blanche pour raccourcir un peu mon trajet pour arriver plus rapidement. L'ascenseur est presque toujours non fonctionnel. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on doit agir collectivement pour amener une meilleure accessibilité. J'aurais juste à ajouter, effectivement, c'est pas, nous on n'a pas de solution à offrir à ce que vit votre frère, qui est effectivement un problème complexe. Mais il existe une multitude en tout cas de services qui peuvent aider, d'applis, qui ne vont pas régler le problème de l'accessibilité en eux-mêmes, mais qui peuvent quand même faciliter fortement les choses. Il y a une multitude d'initiatives qui sont lancées tous les jours et qui peuvent quand même, quand même aider un peu les choses. Donc il faut aussi évidemment changer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis quelques années. Évidemment, il reste beaucoup à faire, mais il faut aussi regarder un peu effectivement dans toutes ces initiatives qui peuvent parfois être un moyen au moins d'atténuer un peu les problèmes, quoi. Bonjour, déjà merci aussi beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Moi je voulais rebondir, on a parlé notamment de formation pour changer la perception des salariés, enfin des autres salariés sur les salariés en situation de handicap. Et moi je me demandais, dans une entreprise, aussi grosse entreprise qu'est Orange, justement, quelles mesures pouvaient être prises dans la vie quotidienne vraiment des personnes en situation de handicap pour favoriser leur inclusion, ou aussi pour les autres salariés, pour favoriser aussi la vie quotidienne entre tous les salariés, quoi. Alors, je peux citer le cas justement de ce programme Neurotine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à pouvoir recruter des personnes neurodiverses et également de mieux prendre en compte les besoins de nos salariés qui sont déjà sur place et qui se sentaient pas forcément reconnus dans leurs différences. Donc, ce sont des gestes très concrets. C'est un guide avec des gestes très concrets du quotidien. Par exemple, on sait que certaines personnes neurodiverses ont besoin d'un environnement de travail beaucoup plus calme. Donc, on va pas les mettre dans un open space hyper bruyant. Dans la location des bureaux, on va plutôt essayer de trouver un bureau plus isolé. C'est déjà mieux se comprendre. Changer le regard, ça commence à faire de la pédagogie, On sait bien que certaines personnes autistes Asperger, leur truc, c'est ils vont pas taper la discute à la machine à café, mais c'est pas grave, ça leur empêche pas de bien faire leur travail. Ils vont pas vous regarder droit dans les yeux, mais ça veut pas dire qu'ils
vous écoutent pas et qui ne s'intéressent pas. Donc voilà, il y a eu beaucoup de formation, de sensibilisation, des habitudes très simples aussi. Des personnes on sait que parfois ce sont des personnes qui ont besoin d'une routine, donc un changement de salle de réunion à la dernière minute, c'est perturbant, donc allez les voir directement. Donc voilà, c'est des réflexes qu'on met en place dans le collectif, et tout le collectif en plus en sort enrichi. Donc j'ai pris cet exemple, mais c'est aussi voilà, nous dans l'équipe de la RSE chez Orange, on a un collaborateur qui est en fauteuil et qui a besoin d'un chien. Le règlement intérieur du bâtiment ne prévoyait pas la présence d'animaux de compagnie. Bon, on a été voir l'expliquer et voilà, il vient. On a un projet de déménagement où on nous a dit vous allez peut-être aller dans une mezzanine, mais il y a des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, donc on a dit bah non, ça va pas être possible parce que ce sera pas possible d'intérêt. Donc voilà, c'est une prise en compte au quotidien, mais c'est aussi, voilà, c'est beaucoup de richesse. Merci beaucoup. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Oui. Bonjour, évidemment, merci pour cette brillante conférence. J'ai une question concernant le financement de l'innovation, notamment des startups qui produisent donc toutes ces innovations qui, à un moment donné, pourront être de plus grand nombre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, notamment je pose la question à Madame d'Andilab, dans l'écosystème que vous avez défini, est-ce que vous avez également donc les financeurs de ces innovations? Et le second volet, c'est les débouchés également, puisqu'on est quand même sur des marchés qui sont quand même petits. Finalement, le marché de l'innovation n'est pas un marché mass market. Donc, comment vous accompagnez les startups dans ce chemin de croissance de leur marché? Alors, nous, on ne les finance pas directement, hein, c'est pas notre rôle, mais on va essayer de les aider à rencontrer ceux qui peuvent les aider, justement, qui peuvent les financer. Donc, il y a les financements classiques, hein, publics, hein, ça, je laisserai avec mon voisin en parler davantage, hein, la BPI, enfin, tous ces gens il existe quand même pas mal de dispositifs aujourd'hui pour soutenir les startups. Nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de les mettre en relation au-delà du financement public avec deux types d'acteurs. Donc, soit des acteurs plus dans le milieu de l'investissement pour les aider déjà, comment on fait une levée de fonds, comment on fait déjà avant de pouvoir la faire. Hein. Donc, on va proposer tout un tas de services comme cela pour essayer d'aider à se retrouver dans ce maquis, hein, de comment je me débrouille pour faire croître ma start-up. Et puis, on a un autre pari, hein, qui est c'est la raison pour laquelle Andilab travaille avec des gros partenaires industriels, des grandes entreprises comme Orange. Hein. Tout à l'heure, j'ai cité AXA et Capgemini, mais je pourrais aussi citer L'Oréal, enfin Transdev, enfin, on a d'autres partenaires comme cela, parce qu'on fait ce pari aussi que les grosses entreprises, quand elles auront repéré une ou plusieurs startups qui les intéressent, pourront être aussi là en soutien pour les aider à se développer. Donc c'est vraiment à la fois être, nous, un carrefour entre le réseau institutionnel, le réseau financier et le réseau d'entreprises qu'on va essayer d'offrir en fait à ces startups. Merci. Paul va répondre aussi. Oui, effectivement, pour rebondir là-dessus, on peut trouver du financement auprès de partenaires publics. Nous, on a eu du financement auprès de la BPI, mais aussi de partenaires privés. Nous, on a été très fortement soutenus par Alliance Trade, notamment dans la conception et dans la R&D du projet Prometheus, que vous avez pu voir. Donc oui, effectivement, c'est tout un maillage qui peut parfois paraître un petit peu complexe, mais c'est de la BPI, donc partenaires institutionnels, parfois des appels d'offres, des investisseurs privés, et puis effectivement, une fois qu'on a trouvé un business model, après, ça coule un peu plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Elisabeth, pour conclure notre table ronde, je voulais vous remercier tous les quatre très, très précieusement pour vos contributions qui enrichissent notre thématique. Merci également à vous d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Alors, Elisabeth, pour conclure cette table ronde, quels sont les messages que vous aimeriez transmettre à nos participants sur l'importance de la collaboration intersectorielle et pour les efforts à faire pour faire progresser l'inclusivité dans notre société? Déjà, merci pour la constitution de ce panel, parce qu'on voit bien à quel point on est complémentaires, et
j'aurais envie de dire qu'on est comme face à ce défi, l'inclusion de 1,3 milliard de personnes dans le monde encore. Quand on est seul, on est comme des petits colibris. Mais quand on s'engage, il faut savoir que le colibri, il est petit, mais quand il se réveille et qu'il se met en ordre de vol, il est capable de voler à 95 km/h. Et donc je pense que voilà, nous on est dans cette optique, cet engagement, voilà, on met toute notre énergie. Et puis quand les colibris volent en nuée, là ça provoque véritablement un changement systémique. Et juste un dernier exemple pour revenir à de l'importance de l'écosystème, ce programme Neuroteam qu'on a lancé au début avec notre petit bras, mais avec beaucoup de conviction au sein d'Orange à la DRSE. J'en profite pour saluer Valérie, qui est la cheville ouvrière de ce programme, avec des bonnes volontés, etc. Ça a grandi, on a fait nos premiers recrutements, et puis on s'est dit, mais quand même, il y a d'autres entreprises qui ont les mêmes problématiques, et donc on a monté le premier collectif d'entreprises en France sur le sujet de la neurodiversité avec L'Oréal, avec Capgemini, avec de très grands groupes. Et puis on s'est dit, on est à l'affût de toutes les bonnes idées. À un moment, on a vu ce projet de magazine sur la neurodiversité se lancer, le magazine Zèbre, qui sort bientôt, et qui est un magazine sur la neurodiversité qui va offrir de l'information aux parents d'enfants neurodivergents qui sont en errance de diagnostic, et donc bonne information, bon diagnostic plus vite, bonne prise en charge, meilleures études, meilleurs emplois. Je reboucle avec ce que vous disiez tout à l'heure, donc création de valeur pour toute la société. Donc voilà, continuons d'être une nuée de colibris ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous.